La mort de Staline est un film britannique de 2017 qui tourne autour des derniers jours de la vie de Staline. Et ce qui est encore plus intéressant que cela, n'est-ce pas? La lutte pour le pouvoir après la mort du dirigeant qui dirigea l'Union soviétique pendant 3 décennies a façonné ce pays. Et quand on parle de façonner, ce n'est pas seulement architecturalement, ce n'est pas seulement idéologiquement, c'est aussi socialement. Staline a construit une nouvelle société sur une société russe pré-révolutionnaire qui a tout simplement cessé d'exister. C'est une comédie d'humour noir donc, qui traite beaucoup de cette dernière phase du régime stalinien, n'est-ce pas? D'une répression très forte, de contrôle social imposé par le NKVD dirigé par Lavrenti Beria. L'un des hommes les plus sanguinaires de l'histoire dont nous avons déjà fait la biographie ici sur Salah de Guerra. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici pour la découvrir plus tard. Ce film commence par une scène hilarante qui montre un concert exécuté lors des actes finaux à Moscou. Pendant que ce même concert est diffusé en direct à la radio et écouté à la Datcha, n'est-ce pas? Une sorte de résidence d'État, dans laquelle il est réuni avec son cercle politique le plus proche. Quel est ce cercle politique? Celui que j'ai déjà mentionné, Lavrenti Beria, chef du NKVD. Mais aussi Nikita Khrouchtchev, qui est le premier secrétaire du Parti communiste à Moscou. Et également Gueorgui Malenkov, qui est son vice-secrétaire, n'est-ce pas? Il est le vice-secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Autrement dit, il est une sorte de dauphin. Il est en quelque sorte le numéro 2 de Staline. Et enfin, Vyacheslav Molotov, le ministre des Affaires étrangères de Staline depuis les années 30 qui a occupé ce poste pendant très longtemps. On voit à quel point la relation entre ces hommes est à la fois intime. C'est un aspect assez difficile à trouver concernant ces personnalités qui sont représentées de manière si officielle, n'est-ce pas, par les médias d'État. En même temps, on remarque qu'il y a une tension permanente lors de ces réunions, parce que tous les amis de Staline, tous ces types proches de lui essaient de le flatter sans cesse. Ils font même des blagues, ils observent quelle est la réaction de Staline à ces blagues. Et ils font un peu le tri là, ce qui est le plus drôle, ce qu'il est au moins, pour que je ne répète pas. Donc je ne vais répéter que ce qui le fait le plus rire. Ce groupe d'amis le plus proche de Staline est également complété par le personnage de Lazar Kaganovitch, qui est le ministre du Travail de l'Union soviétique. Mais aussi Anastas Mikoyan, qui est le ministre du Commerce, et enfin il y a aussi Nikolai Bulganin, qui est le ministre de la Défense de l'Union soviétique. Tous ces gars sont interprétés par des acteurs britanniques et aussi américains, avec des accents assez différents. Il y a même Steve Buscemi qui joue Nikita Khrouchtchev avec cet accent italo-américain. C'est très drôle. Et ça, mec, c'est un point qui joue en faveur du film. Parce que l'Union soviétique était un pays, en fait, un regroupement de nations composé de personnes avec des accents différents, n'est-ce pas? Qui avaient des accents différents et parlaient en russe en gardant justement ces accents. La production de ce film est très intéressante parce qu'elle parvient à transformer ces situations de tension extrême en une comédie absurde. Alors tu ris justement de l'absurdité que tu vois à l'écran, n'est-ce pas? Par exemple, au début du film, il appelle la radio et demande une copie de l'enregistrement du concert. Sauf que le concert n'avait pas été enregistré. Alors, qu'est-ce que le directeur de la radio fait? Il ordonne à l'orchestre de rejouer tout le concert, en pleine nuit, juste pour pouvoir l'enregistrer pour Staline. Et avec le même nombre de personnes dans l'auditorium, sinon l'enregistrement sonnera différemment. Et Staline a les meilleures oreilles de l'Union soviétique. Parce qu'ils craignent que leur propre salle d'enregistrement soit mise sur écoute par le NKVD. Et ils pourraient alors être attrapés et poursuivis pour avoir fait des commentaires désobligeants sur l'audition de Staline. En plus de cela, il y a la blague que Khrouchtchev fait à propos de lancer une grenade sans goupille pour que les prisonniers allemands jouent à la patate chaude à Stalingrad. Il y a toute la situation absurde de Malenkov qui veut retrouver exactement la même petite fille qui avait pris une photo avec Staline des années auparavant, parce que maintenant que Staline est mort, il voulait refaire la photo et prendre la place de Staline. L'image de Staline avec le peuple soviétique. Et puis le film joue aussi avec l'obsession des autorités soviétiques pour le contrôle de leur propre image, n'est-ce pas? Quand Malenkov lui-même est invité à choisir entre deux images de lui très similaires et qu'il dit « Je veux que celle-ci soit détruite ». Et ça, c'est très drôle pour ceux qui connaissent l'obsession soviétique à littéralement effacer tout ce qui n'est pas 100% conforme à l'imaginaire du régime.
Il y a une scène qui me fait toujours beaucoup rire. Dans ce film, c'est quand Khrouchtchev essaie d'échanger sa place avec Malenkov lors des funérailles de Staline. Et il fait en sorte que la manœuvre semble faire partie du spectacle, n'est-ce pas? Quand Malenkov lui dit «Qu'est-ce que tu fais? Sors de devant moi». Pour moi, c'est un des meilleurs moments du film. Après un certain temps à regarder ce qui se passe à l'écran, on en vient à douter que tout cela soit réel, n'est-ce pas? On se dit que tout a peut-être été inventé juste pour faire de la comédie. Mais non. Par exemple, la situation de la conspiration des médecins que Malenkov et Khrouchtchev mentionnent, n'est-ce pas avec Beria? C'était bien réel parce que le NKVD a créé tout un ensemble de fausses preuves pour accuser, juger et exécuter de nombreux médecins traditionalistes de Moscou. Ce qui restait alors, c'était des médecins de seconde catégorie qui n'étaient pas assez importants pour le régime pour être poursuivis. Et là, le film arrive à transformer ça, mec, en comédie. Même une situation super tendue d'un médecin déjà à la retraite qui se promène avec son chien dans un parc à Moscou. Et là, un camion du NKVD s'arrête et les gars arrivent en courant pour attraper le type. Et le type se met à courir pensant qu'il va être emmené au goulag ou exécuté sur place, tu vois. Alors qu'en réalité, il est conduit pour examiner Staline, qui se trouve dans une situation entre la vie et la mort. Mais en même temps, ce film a l'intelligence d'opérer une transition très mesurée vers des moments plus sérieux. Parce que honnêtement, il n'est pas possible de représenter un groupe de personnes, un moment historique aussi tendu, aussi chargé d'émotions négatives que la période stalinienne, en adoptant un ton burlesque pour chaque élément. Et lorsque la conspiration politique de Khrouchtchev se consolide et que nous suivons la routine chargée de violence de Lavrenti Beria à l'écran, nous sommes confrontés à toute l'étendue réelle des crimes de Beria. Cela va de l'emprisonnement et de l'assassinat de millions de personnes jusqu'à un sadisme extrême et des crimes sexuels impliquant même des enfants. C'est donc un film qui trouve très bien son équilibre entre ces deux registres. Et là, sans aucun doute, le meilleur personnage de ce film, à mon avis, est Jason Isaacs qui incarne le maréchal Georgi Zhukov. Et là, on remarque tout de suite que Jason Isaacs n'a rien à voir avec le vrai Georgi Zhukov. Mais il incarne ce militaire confirmé qui sait qu'il a une très grande autorité, n'est-ce pas? Le gars qui a essentiellement vaincu toute la Wehrmacht pendant les dernières années de la guerre, et qui maintenant jouit d'une autorité qui est pratiquement incontestable au sein de l'armée rouge. Donc Jason Isaacs incarne Zhukov avec beaucoup d'autorité et avec peut-être les meilleures répliques de tout le film. Et si vous connaissez déjà un peu l'histoire autour de la mort de Staline, vous savez que Zhukov joue un rôle fondamental dans le déroulement de ces événements. Et il éprouve une haine très profonde envers Beria, ce qui va justement le pousser à jouer un rôle central dans la chute du chef du NKVD. L'ambiance de ce film est vraiment impeccable et la plupart des scènes n'ont pas été tournées à Moscou. Mais les décors intérieurs présentés ont été très bien adaptés à cette atmosphère soviétique du début des années 50. Donc on se sent immergé dans cette atmosphère, non seulement grâce à la bonne performance des acteurs, mais aussi grâce au décor. Et cela, bien sûr, inclut les uniformes qui sont d'excellente qualité et, dans la grande majorité des cas, sont très fidèles à la réalité. Il n'y a rien qui s'écarte de la réalité. Quelques anecdotes de la production que j'ai remarquées la dernière fois que j'ai regardé. Dans cette scène où le NKVD envahit la datcha de Staline après sa mort et fouille l'intérieur du bâtiment, il découvre les sosies de Staline, n'est-ce pas? 3 types. L'un de ces types est le portrait craché de Nicolas Maduro. Regarde-moi ça, mec, je ne l'ai remarqué que la dernière fois que j'ai regardé. Certains des camions utilisés par le NKVD dans le film sont des modèles Opel Blitz allemands de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'ils effacent même la nomenclature Opel Blitz, mais on voit clairement l'insigne là sur la calandre du camion, et aussi le design de la machine est très particulier. On peut voir de loin que c'en est un. Mais donc, même si je dis que le film est assez fidèle à la réalité, il est clair que les événements ont été condensés pour donner du sens à un scénario de film. Et en réalité, les choses ne se sont pas déroulées dans cette séquence logique-là, non. Staline était vraiment réuni avec son cercle d'amis, le plus proche le 28 février 1953. Ils ont vraiment beaucoup bu et regardé des films de cow-boys, comme le montre le film.
Et après cette nuit-là, Staline est allé se coucher vers 5 heures du matin, le 1er mars 1953, et peu de temps après, alors qu'il était déjà en pyjama, il a eu une attaque cérébrale. Contrairement à ce que montre le film, il n'a pas été retrouvé par sa gouvernante au moment du petit déjeuner. Non. La gouvernante l'a trouvé à 23 heures ce même 1er mars. Et ensuite, des médecins ont été appelés juste après l'arrivée de Lavrenti Beria pour évaluer la situation. Les médecins ont effectivement diagnostiqué qu'il avait subi une hémiplégie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout le côté droit de son corps était paralysé. Et cela était probablement une conséquence du tabagisme excessif de Staline, n'est-ce pas? Il a fumé toute sa vie. D'ailleurs, en 1945, Staline a eu un léger accident vasculaire cérébral en avril 1945 et en octobre de la même année, il a eu un autre AVC. Au final, Staline meurt le 5 mars 1953 à l'âge de 74 ans. Et curieusement, il existe une histoire selon laquelle le premier occidental à capter le message de Radio Moscou annonçant la mort de Staline aurait été un jeune recrue qui servait en Allemagne de l'Ouest à cette époque, appelé John R. Cash. Oui, c'est bien ce à quoi vous pensez. Johnny Cash a été le premier occidental à découvrir que Staline était mort. Pendant les funérailles de Staline, il n'y a pas eu ce massacre de 1000 à 1500 personnes que le NKVD aurait commis, n'est-ce pas? Qui essayait d'entrer à Moscou contre les ordres de Beria. Mais en réalité, la foule était si nombreuse qu'environ 100 personnes sont mortes à cause de l'énorme bousculade devant le Vélodrome, en essayant de voir le corps de Joseph Staline. Et puis, l'intrigue du film montre déjà le dénouement juste après l'enterrement de Staline, n'est-ce pas? Mais en réalité, les choses ne se sont pas passées de cette façon. Après l'enterrement de Staline, le contrôle de l'Union soviétique est pris par une triade ou troïka composée de Lavrenti Beria, Georgi Malenkov et Vyacheslav Molotov. Et cette troïka, elle contrôle le pays jusqu'au mois de juin, mais pendant cette période de mars à juin. Nikita Khrouchtchev, qui est le premier secrétaire du parti à Moscou, complote pour prendre le pouvoir en Union soviétique et éliminer Lavrenti Beria. Et c'est justement là que Georgi Joukov entre en action. Nikita Khrouchtchev convoque une réunion d'urgence du comité central le 26 juin à Moscou et à cette occasion, il bénéficie déjà du soutien de Georgi Malenkov pour sa conspiration, contrairement à ce qui est montré dans le film. Mais là, d'une manière assez proche de ce qui est montré dans le film, au début de la réunion, Nikita Khrouchtchev pointe du doigt Beria et commence à énumérer toute la série de crimes de Beria devant le comité central. Et Beria répond exactement comme dans le film. « Nikita Sergeyevitch, pourquoi cherches-tu des poux dans mon pantalon ?» Alors Beria se rend compte de la gravité de la situation, il regarde Malenkov pour chercher du soutien, mais Malenkov le regarde simplement d'un air sérieux et appuie sur un bouton sous la table. C'est le signal pour Georgi Joukov et ses hommes d'entrer dans la salle armés de AK-47 afin d'arrêter Lavrenti Beria. Et, une fois de plus, contrairement à ce qui est montré dans le film, Beria n'est pas exécuté immédiatement. Il est emmené dans une prison en périphérie de Moscou, où il est gardé pendant presque 6 mois, jusqu'à ce qu'une sorte de tribunal militaire, présidé par le maréchal Ivan Koniev, juge Beria et 6 autres accusés de la direction du NKVD le 26 décembre 1953. Et, après la condamnation de tous les accusés, ces 6 collaborateurs de Beria sont fusillés immédiatement, mais Beria est emmené dans une cellule individuelle. Et là, ils fond en larmes, ils s'agenouillent et ensuite ils s'allongent par terre, suppliant qu'on lui laisse la vie sauve. Celui qui va exécuter Beria à cette occasion est un colonel général nommé Pavel Batitsky, qui était le premier vice-chef du district militaire de Moscou. Pavel Batitsky exécute alors Beria d'une balle dans le front et 15 ans plus tard, il est promu au grade de maréchal de l'Union soviétique. Donc, vous voyez que dans cette action, Lavrenti Beria devient le seul maréchal de l'Union soviétique à être exécuté par un maréchal de l'Union soviétique, en l'occurrence Pavel Batitsky. Donc, même s'il existe ces différences, le film représente l'ensemble des événements d'une manière très intéressante et malgré la comédie, il reste assez proche de la réalité, oui. C'est un film qui se regarde tout seul. Vous commencez à regarder et vous allez jusqu'à la fin.
car le scénario et les performances sont impeccables. C'est ce qui fait que la mort de Staline mérite une glorieuse salve de 5 canons. Et vous, avez-vous déjà vu la mort de Staline? Êtes-vous d'accord avec mes remarques? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous aimez en apprendre davantage sur l'histoire militaire, vous ne pouvez pas manquer mon livre O Atomo Como Arma, qui va vous raconter toute l'histoire de la création, du développement et de l'utilisation des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il va aussi vous parler de l'espionnage soviétique à Los Alamos, qui a conduit à la création de la bombe atomique soviétique elle-même. Ce livre est disponible dans la boutique WeClap, accessible via le QR code à l'écran ou le lien en description. Mais si vous voulez votre exemplaire dédicacé signé par moi, il suffit d'envoyer un email à saladeguerra@gmail.com avec votre code postal pour que je puisse calculer les frais de port.